Sur les gaz verts et les avantages des gaz verts avec Olivier Stinuitz ici, qui se présentera un peu après et qui vous expliquera un petit peu les solutions qu'il peut vous apporter en termes d'usage avec les gaz verts. Alors tout d'abord, pour commencer, moi je vais vous présenter donc Régaz Bordeaux, gestionnaire de réseau. Donc c'est la distribution du gaz naturel en réseau. C'est anciennement une régie, aujourd'hui un gestionnaire de réseau qui fait partie du groupe Gazier Territoire, donc séparé des réseaux de GRDF. Donc pour avoir quelques chiffres, c'est 3500 km de réseau sur 46 communes autour de Bordeaux. Vous voyez la carte, elle a son importance parce que tout à l'heure on vous montre un petit peu les effets gaz verts sur notre réseau. Aujourd'hui, on a 5 sites qui injectent du biométhane sur le réseau, ce qui fait un équivalent de 24 000 logements neufs. On peut dire à peu près 10% en termes de logements d'habitation. Cependant, si on compte sur l'année, on est à peu près sur 4%, l'année prochaine 5% du gaz sur l'ensemble de l'année, avec des pointes de 20-25% en été quand les consommations de gaz sont basses. Donc, opérateur local qui s'inscrit dans la proximité, donc des collectivités et des usagers. Pour vous parler un peu du gaz, aujourd'hui, vous savez que les réseaux de gaz se verdissent, et donc du coup, on achemine du gaz biométhane, donc du gaz vert. Donc ça vient d'où le biométhane? C'est du gaz qui est fabriqué à partir d'un processus de fermentation qu'on appelle la méthanisation. Donc là, je ne vais pas refaire un exposé complet des différentes sources de production, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, le biométhane, qui est l'équivalent du gaz naturel mais d'origine renouvelable, peut être produit sur plusieurs types de procédés qui ont un niveau de maturité plus ou moins avancé. Aujourd'hui, vous avez une filière biométhane qui est très active. Je vous donne les chiffres juste après. Ensuite, vous avez d'autres procédés qui fonctionnent et qui ont un cadre, on va dire, réglementaire inscrit dans la réglementation et le code de l'énergie et, on va dire, un stade de développement économique plus ou moins avancé. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, le gaz vert va se produire à partir de ressources qui sont principalement des déchets. Alors, soit pour le biométhane, on est sur des cives et donc des cultures intermédiaires hivernales qui permettent de couvrir les champs et éviter l'érosion et donc du coup optimiser le rendement des champs des agriculteurs. Mais après, vous avez listé un certain nombre de déchets qui aujourd'hui sont capables d'être insérés dans les process de méthanisation, mais demain aussi un panel plus élargi de déchets qui va pouvoir alimenter une filière gaz vert. Et donc ça peut aller jusqu'au bout de stations d'épuration, des combustibles solides de récupération, c'est ça que ça veut dire, CSR. Donc c'est des plastiques qui ne peuvent pas être valorisés autrement. Et donc du coup, on a un panel assez large jusqu'à le power to gas et qui va mettre en place de l'hydrogène et recombiner avec du CO2. Un petit focus sur la filière biométhane en France. Alors aujourd'hui, vous avez les chiffres de la France. C'est plus de 650 sites qui injectent aujourd'hui, avec une capacité installée de presque 12 000 gigawattheures par an. C'est pour ceux qui veulent des équivalents, c'est la puissance d'énergie de 2 centrales nucléaires, de 2 tranches de centrales nucléaires. Cependant, c'est une croissance qui est encore en train d'évoluer parce qu'on évalue à encore un déploiement important de sites d'injection de biométhane partout en France. Donc c'est tous les réseaux de gaz confondus que vous voyez là. Ces chiffres-là, ça vous donne après la base pour regarder derrière qu'est-ce que sont les objectifs du réseau de gaz. C'est un objectif d'atteinte de 100% gaz vert. Ça va aller par l'ajout des nouveaux projets de biométhane ou de méthane de synthèse. Alors il faut faire la différence par rapport en fait, au type de ressources que vous prenez, qu'elles soient biogéniques ou non biogéniques. Dans tous les cas, on est sur un caractère renouvelable et durable de tous ces gaz qu'on va transiter. Et puis, il faut aussi voir que dans les axes d'économie d'énergie, on a effectivement les performances des équipements, la sobriété qui joue un rôle important dans la baisse des consommations, et puis après, c'est les gaz renouvelables qui vont aller en hybridation, et donc on va combiner un certain nombre d'énergies qui, elles, sont propres pour essayer d'avoir des performances énergétiques intéressantes. Et les gaz renouvelables, on va vous le démontrer après, ont
ont leur rôle à jouer de par leur impact, intéressant sur les gaz à effet de serre et la réduction du CO2. Donc, les activités d'un gestionnaire de réseau, pour résumer, c'est gérer un réseau qui vient distribuer donc, le gaz chez ses usagers, que ce soit les usages de mobilité, les usages domestiques, les habitations ou les industriels. Voilà, on a tout un panel de différents clients. Nous, on gère la sécurité, les alertes, les interventions. Et puis l'entretien de ce réseau, en fait, qui est construit pour durer dans la durée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est payé par les collectivités parce que en fait, c'est l'argent qui sert justement à ce service public, ou du moins de possibilité de pouvoir être accodé sur un réseau. Les collectivités qui investissent dans ces réseaux, elles ont, c'est des réseaux qui ont aujourd'hui plus de 150 ans pour certains, donc on doit les renouveler, on doit les entretenir, mais en tout cas, ils ont une durée de vie qui est de plus de 50 ans dès qu'on pose une canalisation dans le sous-sol. Et donc, l'axe d'intérêt sur ces réseaux de gaz, c'est de voir qu'aujourd'hui, en fait, on a des réseaux qui savent transiter du gaz naturel, demain qui transiteront du biométhane, et on utilisera les mêmes réseaux, et donc du coup, on conserve cet outil de distribution. Évidemment, pour pouvoir s'inscrire dans la transition énergétique, on va aussi chercher à optimiser notre réseau. C'est ce qu'on appelle le Smart Gas Grid, c'est-à-dire qu'on va, comme vous avez une maison connectée, aujourd'hui on va connecter notre réseau et on va le rendre plus intelligent. Donc chez nous, Régaz, et sur les réseaux de gaz, vous avez plusieurs solutions aujourd'hui qui se mettent en place. Alors le data gaz, c'est ce qu'on appelle notre compteur communicant à Bordeaux, qui est l'équivalent du Gaspard chez GRDF. Mais c'est donc pour ramener de la donnée qui va nous permettre après de pouvoir piloter en fonction des consommations et des productions, parce qu'aujourd'hui, il faut piloter le gaz renouvelable qu'on injecte dans notre réseau. L'objectif, c'est bien sûr de le prioriser par rapport à l'appoint gaz qui vient du réseau de transport. Et donc, du coup, il faut savoir piloter le réseau avec l'adaptabilité, on va dire, journalière en fonction des différentes phases de consommation, ou bien saisonnières avec les phases hivernales de chauffage ou les phases d'été, pour laisser la place au gaz renouvelable et qu'il puisse avoir un maximum de rayonnement, et donc du coup qu'on puisse, et puis après, remettre ce gaz dans les réseaux parce qu'il est produit par les producteurs, et donc du coup il a une destination d'être utilisé. Donc on va piloter notre réseau grâce à ces datas. On a aussi des outils qui sont des outils de calcul qui vont nous permettre de pouvoir visualiser et ramener ces données après jusque dans le compte du client. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on va développer aussi des systèmes de portail client sur lequel chaque client va pouvoir voir sur son point de consommation, quel est son type de consommation, qu'est-ce qu'il va produire, enfin qu'est-ce qu'il va consommer en termes de gaz, et comme ça, il va pouvoir piloter lui donc sa performance, alors la sobriété justement avec la performance associée, et donc du coup sa consommation en général. Pour vous donner une perspective donc, de l'état de nos réseaux, aujourd'hui, bien évidemment, on s'intéresse également au sujet de l'hydrogène. Donc, on a des groupes de travail en nationaux, mais Régaz a lancé son laboratoire d'innovation justement pour monter en compétences. Là, ce que je vous montre sur ce slide, c'est pour vous dire qu'on a effectivement mis en place un système de laboratoire d'expérimentation pour la formation. Alors, nos formations internes, l'ouverture des formations pour pouvoir effectivement expliciter aussi à d'autres utilisateurs qui pourraient utiliser l'hydrogène, que ce soit dans un process, ou un process pur ou en mélange chez lui, mais aussi un appui pour les étudiants, les universitaires, enfin essayer de développer la recherche et la R&D. C'est dans ce contexte-là qu'on s'est rapproché de BDR, donc la société de Lévy-Esthénuit, pour justement, on a mis en place des partenariats pour essayer d'expérimenter les nouveaux usages et les nouvelles technologies qu'on va utiliser sur notre réseau. Alors, on est à la fois en amont, quand on est sur le réseau, pour contrôler, vérifier, et on est aussi en aval, dans les usages, pour aller chercher finalement à décarboner nos usages.
Et je laisse la parole à Olivier qui va vous expliquer les solutions qu'il vous propose. Oui, bonjour. Donc, pour ma part, Olivier Stenu, je suis le responsable de la stratégie du développement de l'hydrogène chez De Dietrich et on appartient au groupe BDR Therméa. Donc, en complément de ce que disait Anne-Florence, vous avez vu que tous les réseaux gaz se verdissent, mais ce n'est pas tout à fait ce que l'État avait imaginé, parce qu'on a aujourd'hui un peu plus de 9 millions de chaudières installées en France. Et puis, quelles solutions technologiques on a pour réduire ces émissions de carbone? On nous propose souvent de passer sur 3 grandes solutions. Une partie liée autour de la pompe à chaleur, qu'elle soit seule ou hybridée. Des solutions plutôt électriques directes ou système biomasse. Et puis tout à droite, là-bas, il reste les réseaux de chaleur. Quand vous en avez un, c'est une bonne idée, vous y connectez dessus. Puis il y a les trous dans la raquette, là. Donc il y en a un à gauche, en bas, qui te dit si j'ai de l'hydrogène, si j'ai du gaz et si j'ai de l'électricité disponible et que je ne peux pas installer de système, je fais quoi? En fait, on a cherché à combler cette case en se posant une question toute bête, c'est que tout le monde, vous entendez parler de la difficulté de l'intermittence des ENR et que la difficulté qu'on a à stocker l'énergie électrique, on a peut-être d'autres moyens pour stocker cette énergie, pour la convertir. Et donc ce qu'on a simplement cherché à faire, c'est le meilleur des deux mondes. Vous avez d'un côté le gaz vert, de l'autre côté une source électrique. Et si vous êtes capable de mélanger les deux, vous pouvez devenir très résilient avec les réseaux et vous pouvez venir défossiliser. Ça plairait à Jean-Luc Fugis s'il est là, ou décarboner nos combustions. Et donc notre vision, elle est partie un petit peu en arrière, si vous vous rappelez, avant d'avoir les RE d'aujourd'hui. On avait le E plus C-. Ça vous rappelle, c'est un truc qui avait du sens parce que vous disiez ça à des gamins étudiants. E plus C-, ils comprenaient vite ce qu'on voulait. C'était de l'efficience énergétique. Donc on voulait être sobre, mais c'est toute la ligne. Ça veut dire qu'il fallait aussi que l'équipement soit sobre. Et ça a beaucoup de sens sur de la rénovation. C'est est-ce qu'aujourd'hui, ça a intérêt de tout casser pour venir mettre un nouveau système, une nouvelle infrastructure, ou est-ce qu'il a peut-être intérêt à venir la faire évoluer? Ensuite, qu'il soit efficace, ça concerne la sobriété. Et puis tout en bas, toutes les énergies renouvelables, est-ce qu'on les valorise correctement? Au milieu, il y a la partie carbone. Donc il faut, réduire l'exploitation, les émissions de carbone sur l'exploitation, 2, sur la construction. Et puis tout en bas, il y a la CV. Est-ce que ça a du sens aujourd'hui de jeter des chaudières qu'on a installées il y a 1 an ou 2 avec des aides, alors qu'on pourrait tout simplement venir les hybrider ou les améliorer? Et puis il y a un dernier élément. Quand on parle de bagnole, pour tout le monde, il est important de parler de particules fines. On va vous parler qu'il y a des émissions sur les diesels, qu'il y a des émissions liées au carburant, aux freins, aux pneus. Et dans notre monde à nous, on a la même chose. Et dans le monde de la combustion, vous avez des oxydes d'azote, les NOx, qu'il faut vraiment traiter. Vous avez les CO qui sont assez efficaces, inodores et incolores, mais le résultat est dramatique. Et donc, l'objectif d'une hybridation, c'est qu'elle doit traiter tout ça. Et c'est pour ça qu'on va utiliser ce vecteur hydrogène pour venir nettoyer les combustions. Ce qu'on voulait aussi, et là je vois des gens de la filière dans la salle, donc c'est rassurant, c'est que cette technologie, elle soit faite pour un chauffagiste, un mainteneur, un installateur et un usager. Il n'était pas question de faire quelque chose de disruptif, et donc il fallait rester dans la logique de la filière. Et donc ce qu'on a imaginé, c'est de remplir des cases vides. Et donc la case vide, elle est en bas et à gauche. C'est de dire que j'ai de l'électricité disponible dans le bâtiment, j'ai du gaz disponible, et je ne peux pas mettre de pompe à chaleur ou de groupe extérieur. Donc on a, avec deux laboratoires du CNRS, plus une start-up qui est à Montpellier, qui s'appelle Bulan, on a développé une combustion hybride interne à la chaudière. Et donc la première des choses importantes pour nous, le problème, ce n'est pas la combustion, c'est le combustible. Si vous avez un combustible qui émet moins de CO2 que l'équipement que vous avez prévu, ce n'est bien pas un problème de combustion, c'est un problème de combustible. La deuxième chose qui est pour moi le plus important, c'est que si on veut parler de souveraineté énergétique, il y a un moment, il faut regarder ce qu'on a de disponible. Et personne ne se pose la question de savoir, quand vous avez votre pompe à chaleur qui démarre, si les électrons ne viennent pas d'une centrale à charbon qui est en Allemagne. Surtout pour ceux qui sont frontaliers là-haut. Ce qui est complètement scandaleux à mes yeux, parce que vous avez 950 grammes de CO2 sur une centrale à charbon, vous mettez un système efficient, vous êtes encore à 300 grammes de CO2 par kilowattheure. Une petite chaudière gaz ancien, gaz gris, est à 200 grammes. Si on fait un truc intelligent, on peut être à moins de 20 grammes. Et puis la dernière chose en bas, ce qu'il fallait, c'est qu'on fasse une combustion qui soit facilement déployable, facilement utilisable. Ça, c'est le rôle de l'ingénierie, de trouver quelque chose qui soit facile. Donc qu'est-ce qu'on a imaginé? C'est de venir coupler un électrolyseur de combustion avec une petite chaudière. Et cet électrolyseur, on va l'alimenter principalement par des ENR. En fait, l'équation de pilotage, elle est assez simple. C'est de se dire quelle énergie j'ai en temps réel, à quelle quantité, à quel coût carbone et à quel coût en euros. Et d'aller chercher tout ça.
Et puis la dernière chose qui était stratégique pour nous, c'était, je vous ai parlé d'ACV dans le E+, C-, P-. Bah, en fait, ce qu'on voulait, c'est que cet équipement-là, il soit exclusivement construit avec des matériaux recyclables et qu'il soit recyclé en fin de vie. Et donc, le calcul qui sort du CSTB est qu'on est recyclable à 95% de l'équipement au bout de son cycle de vie. Et on a un souci, c'est que la durée de vie de l'équipement est supérieure au modèle de calcul du CSTB. Donc on s'est arrêté à 35 ans pour l'instant. On sait que l'équipement peut aller plus loin et venez me voir si vous voulez qu'on discute tout à l'heure sur le stand de ça. Donc l'équipement ressemble à ça. Il a été développé à Montpellier. C'est, je vous l'ai dit, 2 labos du CNRS, un de combustion et un de physique des matériaux. Et puis avec la start-up qui s'appelle Bulan. Et Bulan a développé chez nous des chalumeaux pour nos brasages dans nos usines depuis fort longtemps. Donc l'outil, il est comme ça. Vous avez plusieurs intrants électriques, plusieurs intrants gaz. Anne-Florence vous a parlé des gaz verts. En fait, en bas, si j'ai du gaz vert sur place, c'est absolument génial parce que je peux venir faire une combustion décarbonée. On a un peu d'intelligence pour piloter tout ça et au bout, on va en faire une flamme. Et pourquoi on fait une flamme? C'est parce que c'est la meilleure des réactivités pour quand vous convertissez un électron en gaz. Vous êtes beaucoup plus efficient et beaucoup plus rapide que si vous le convertissez ici en chaleur simplement par effet Joule. Et c'est ça qu'on a cherché à faire et en même temps à défossiliser. Donc qu'est-ce qu'on voulait chez nous? Tout d'abord, c'est que ça soit transparent pour l'utilisateur. Ça veut dire que vous avez son générateur, son équipement, vous pluguez un module d'hybridation et vous n'allez rien changer. C'est sobre en énergie parce qu'on convertit tout ce qu'on a. C'est plutôt facilement construit, facilement réparable et recyclable. Ça coûte 3 fois rien. Alors ça, c'est un petit point d'humour, mais pourquoi ça coûte 3 fois rien? C'est parce qu'on n'a pas de subvention. En clair, comme on n'a pas été tracé dans les aides de quoi que ce soit, ben vous avez le vrai prix du produit. Et ça aide beaucoup de choses. Maintenant, c'est de valoriser ce qu'il apporte. Ça, c'est autre chose. Mais le prix d'un équipement, pour vous donner une idée, c'est sensiblement le prix d'une chaudière. Ce n'est pas plus que ça. Et puis, je vais revenir juste sur une dernière chose en bas. Ça, c'est la stratégie de demain. Je vous ai parlé tout à l'heure de la couleur de l'électron. Il y a une autre chose qu'il va falloir qu'on ait vite en tête et que le bâtiment va pouvoir faire, c'est qu'on peut faire des calculs prédictifs de charge carbonée du réseau électrique. Sur le réseau gaz, c'est pareil. Je peux savoir si j'ai 20, 30 ou 40% d'un gaz vert par rapport à un gaz gris. Et Anne-Florence va vous montrer juste derrière comment on fait ça. Sur le réseau électrique, c'est pareil. Ça veut dire que grâce à la thermique, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de peut-être démarrer la machine à 16h12 pour éviter qu'à 19h, on vienne allumer des centrales à gaz, à fioul ou autre, et nous juste profiter de l'inertie. Rien ne nous empêche de surchauffer le bâtiment de 0,2 degrés, juste pour ne pas avoir à solliciter derrière. Mais ça doit être totalement transparent pour l'utilisateur. Mais pour que ça marche, il faut vous aider des systèmes qui soient très réactifs. Si vous allumez et que la réponse est 10 minutes plus tard, ça ne marche pas. Si vous allumez et que la réponse elle est 40 millisecondes après, là, ça a du sens. Parce que vous êtes aussi résilient et aussi rapide que le réseau électrique. Donc je reviens un petit peu sur les gaz verts, parce que tout à l'heure, Olivier vous a parlé effectivement du coût carbone. Alors, effectivement, le gaz naturel fossile, aujourd'hui, il a un coût carbone de plus de 200 grammes par kilowattheure. Aujourd'hui, là, on a des mégajoules PCS. Vous prendrez le facteur conversion. Il faut se reporter aujourd'hui donc à la directive RED II de l'Europe qui a fixé des seuils. Et donc, en fait, ce qu'on va garantir, nous, avec les gaz qu'on injecte, c'est qu'ils ont des objectifs pour être reconnus gaz vert, d'avoir un seuil maximum d'émissions de CO2 par kilowattheure. Vous avez les chiffres qui sont donnés aujourd'hui dans la directive RED II. Donc en fonction de la période de mise en service, bon, ça donne des réductions entre moins 70 et moins 80% par rapport au seuil fixé. On sait aujourd'hui quand on va calculer un ACV d'une usine, enfin d'un site de production de biométhane, donc un site de méthanisation, il y a des facteurs qui permettent d'optimiser. Donc ça, c'est vraiment le seuil le plus haut. Vous aurez derrière des solutions par rapport à des couvertures de digestat, par rapport à de la réutilisation du CO2 biogénique sur les stations sur les sorties des évents. Vous avez donc ces éléments-là qui vont vous permettre, en fonction de l'intrant que vous allez avoir, par exemple, qui va avoir un facteur d'émission en grammes de CO2 plus ou moins important, ou un système de rentabilité. Donc voilà, donc ça, c'est pour montrer qu'en fait, le poids du gaz vert, c'est pas une légende, c'est qu'il a un cycle carbone qui est très intéressant, parce qu'il va surtout travailler avec de la biomasse, évidemment. C'est pour ça qu'on va réussir à chuter jusqu'à 80% les quantités de CO2 émises.
Et pour terminer, donc, pour illustrer un petit peu ces propos, nous, dans notre département études innovation, on a mis en place pour des besoins, mais en fait, on développe des outils. Et là, ce que vous voyez, c'est une carte de notre réseau, avec les points rouges, les sites d'injection, les points verts. Alors, ce sont uniquement les sites de consommation qui représentent plus de 50% de biogaz à l'instant dont je vous parle. Donc là, on va calculer pour la pointe du matin, à partir de 7 heures du matin. Et après, on pourra regarder en affinant pour regarder avec des pas plus resserrés quelles sont les quantités consommées à chaque point de consommation. Et donc, on voit bien la propagation du gaz vert. Alors, vous voyez que là, c'est, on va dire, un affichage annuel qui tourne en boucle. Avec quand la carte est vraiment remplie de points verts, on est en été parce qu'effectivement, il y a la part chauffage qui ne fonctionne pas. Et quand la part chauffage se met en route en hiver, on voit que les points de consommation sont réduits à peu près aux zones autour des points de production. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça représente gaz, du 100% gaz, c'est 20-25% en été, 4-5% en hiver. Et donc, je finis par alors laisser la main à Olivier qui va vous présenter qu'est-ce qu'on a mis en place chez nous, chez Régaz, pour chauffer nos bâtiments. C'est ça, donc la chaufferie que vous avez là, c'est un vrai démonstrateur qui est dans le site de Régaz. En haut à gauche, c'est le vieux générateur historique qui était assez proche de la préhistoire. Et en fait, ce qu'on avait, c'est qu'on est venu le remplacer, installer 2 petites chaudières à condensation, hein, c'est celles qui sont sur les skids. Et puis en haut, vous avez l'image d'un des électrolyseurs. En fait, ils vont être mis en place dans ces dispositifs libres là, et qu'on va donc pouvoir venir hybrider. Ce que Anne-Florence vous a pas dit, c'est qu'ils ont un champ de photovoltaïque local qui est sur les ombrières de parking. Et c'est ce flux électrique qu'on va tracer vers la chaufferie. Maintenant, vous avez compris que quand vous avez un gaz vert qui arrive avec un petit peu moins de 50 grammes de CO2 par kilowattheure, si on a un peu de chance parce que le CO2 est valorisé, on descend à 25. Et si j'ai le bonheur de l'hybrider, eh bien, on arrive à des taux d'émissions de carbone par kilowattheure très proches des références électriques. Et donc, vous comprenez bien que là où on ne peut pas mettre une PAC, eh bien, on peut avoir des systèmes de combustion qui ont les mêmes niveaux d'émissions que les systèmes mis en place. Et puis à droite, c'est la chaufferie d'un collège qui va être bientôt hybridée. Donc ça, c'est une installation qui a été faite il y a 2-3 ans et dont la partie de gauche a été laissée disponible pour installer 2 gros électrolyseurs. Donc c'est des chaudières de 210 kW. Et puis les électrolyseurs, hein, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que les rapports de puissance sont tout petits. Pour hybrider les petites chaudières de 45 kW, l'électrolyseur fait 4 kW électriques. Donc on a un rapport d'une dizaine de pourcents pour avoir un vrai effet sur la partie combustion. Donc on a un des sites historiques qu'on présente régulièrement, hein, qui tourne maintenant depuis quelques années, qui est à Châteauneuf dans la Loire, où on a le couplage des 2 technologies de l'hydrogène chez nous. La seule chose qu'il faut se souvenir surtout, c'est qu'on a effacé 48% des consos de gaz sur ce site, sans rien changer au terme d'usage, hein. On a effondré de 88% les NOx, et puis en termes d'énergie primaire, on est passé de 142 à 85 kWh par mètre carré, sans changer l'infrastructure du tout, juste en optimisant tous les flux énergétiques sur place. Donc il y a de l'autoconso collectif, du photovoltaïque local, des arbres à vent, il y a du stockage d'hydrogène. Donc c'est une chaufferie un petit peu plus évoluée. Mais l'idée surtout, c'est de montrer que sur l'échelle de rénovation d'un bâtiment, c'est un château qui est classé, celui-là. Si on avait dû tout remplacer, on aurait fait des milliers d'années d'émissions d'une petite chaufferie hybridée. Et puis, tel que vous l'a présenté Anne-Florence tout à l'heure, en plus des réductions de CO2, il y a des réductions assez fortes des émissions de polluants. Donc sur les petites machines, hein, vous voyez qu'en CO on divise par 2 et en NOx on divise par 10, alors que c'est une chaudière normale, standard, sans aucune adaptation et modification. Dernière chose, sur le slide de Régaz, hein, tout à droite, vous aviez vu en 2030, il y aura les premiers réseaux d'hydrogène. Donc on a nous aussi développé ça et c'est la petite ligne du bas qui apparaît d'un seul coup. Et moi, c'est pas tabou chez moi de faire une pompe à chaleur hybride avec une chaudière hydrogène, hein, si vous avez un réseau disponible parce que vous avez de l'hydrogène fatal. Et ça a beaucoup de sens en combustion. Vous n'allez pas vous payer une molécule à 15 balles le kilo, alors qui est adaptée à la mobilité. Nous, si j'ai un peu de CO2, un peu d'H2O dans l'hydrogène, ça ne me gêne pas pour venir en faire une combustion. Et donc, on peut venir utiliser ça. Et puis, vous pouvez rêver un jour, c'est un clin d'œil à ceux qui sont là, d'avoir des premiers réseaux d'hydrogène. Donc ça, c'est un vrai démonstrateur qui est à Strasbourg, où on a les réseaux de gaz nat, de gaz mélange et d'hydrogène. Et puis derrière, eh bien, on peut avoir des petites chaudières comme ça. Et puis la seule chose qu'il faudra vous dire pourquoi on a ça, c'est l'équivalent de la Formule 1 dans l'automobile. Ça, c'est sûrement les machines de 2030.
2035. Et pourquoi on a développé ça? C'est le temps qu'il faut pour avoir 0 NOx sur une chaudière hydrogène. Parce que quand vous faites une combustion d'H2, vous avez 0 CO, 0 CO2. Logique, il n'y a pas de carbone. Mais l'hydrogène étant 150 degrés plus élevé que le gaz, vous avez des oxydes d'azote qui vont apparaître, des NOx. Aujourd'hui, ces machines font 6 fois moins de NOx que la meilleure des chaudières gaz européennes. Et l'objectif avec le laboratoire à Toulouse où je suis, c'est d'arriver de façon industrielle à avoir des brûleurs 0 NOx, c'est-à-dire une combustion de l'hydrogène sans générer d'oxyde d'azote, pour venir équiper ces machines. Et là, vous aurez le Graal d'une chaudière 0 CO, 0 CO2, 0 NOx. Et là, le premier qui me dit que la combustion est un problème, on va s'expliquer sur un terrain de boxe ou de rugby, parce que c'est une vraie chose factuelle. Donc les premiers prototypes tournent, hein, évidemment, les brevets sont déposés, et d'un point de vue industriel, c'est de l'ordre de... La première machine sera chez toi au restaurant dès l'année prochaine. Donc on est tous prêts. Merci. On vous a scotché. Moi, j'ai entendu que vous avez dit qu'il n'y avait pas de subvention sur ça. Non, vous avez dit ça ou pas? Il n'y en a pas du tout. En fait, ça n'a pas du tout été imaginé. Alors, il y a depuis quelques jours, le fonds FEDER hydrogène qui vient de sortir. C'est le tout premier financement. Mais en fait, comme ça n'avait pas été ni imaginé ni tracé par le gouvernement et par l'État, donc, eh ben, il n'y avait pas du tout de cadre de subvention. Mais c'est presque mieux, je vous assure. Oui, certainement, on peut voir des choses comme ça, c'est sûr. Et, du coup, ça viendrait vraiment se proposer quand la PAC n'est pas possible, c'est ça? Quand l'installation d'une PAC n'est pas possible. Donc, absolument. Quand même, vous le mettez en avant? En avant, mais en secondaire, si la PAC est possible, c'est tordu ce que j'essaye de réfléchir à. C'est-à-dire que si vous laissez quand même vous pensez que c'est quand même plus intéressant en premier lieu d'installer une PAC, peut-être hybride avec hydrogène, peut-être. En fait, et après, on passerait sur une chaudière. L'idée, c'est bien de faire de l'électrification du pays. Clairement, si vous avez un système basse température, parce que vous avez un plancher chauffant, parce que vous avez une centrale de traitement d'air, un système thermodynamique, c'est parfaitement adapté. Et donc, ça a du sens de mettre une pompe à chaleur ou un système comme ça. Maintenant, vous êtes dans les beaux quartiers parisiens, Haussmann, vous n'avez pas le droit de mettre de groupe à l'extérieur, vous n'avez pas de réseau de chaleur. Vous mettez du radiateur électrique, c'est peut-être pas la bonne solution économique, parce que vous avez un réseau gaz, eh bien, autant venir l'électrifier avec ces technos-là. Donc, l'idée, c'est que je ne suis pas un concurrent de la PAC. On est vraiment dans un slot qui n'était pas imaginé, où on a dit, bah non, là, vous mettez ça, point. Nous, on a dit, bah, il y a sûrement un sens à venir faire des combustions hybrides et des combustions bas carbone. Donc, c'est vraiment là où il y a sa place. La notion de résilience réseau, elle est importante. Hein, et que demain, les pompes à chaleur, elles devront faire comme nous. C'est-à-dire, en clair, elles arrêtent de regarder leur nombril et elles regardent le réseau et quelles conséquences ça a sur le réseau. Et c'est ça la vraie force. C'est que le bâtiment doit aider les infrastructures et pas venir les déstabiliser. Et la PAC a sa place, voilà. Merci. Steph. Toi, tu es très au courant. Salut Steph. C'est le vrai problème. et ça fait que 18 mois qu'on travaille sur ça. On est en train de s'approcher vraiment de la date, là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a passé beaucoup de temps à écrire le cadre réglementaire de l'usage hydrogène bâtiment, vu qu'il n'existait pas. Vous avez la DGPR et la DHUP et DGEC qui nous ont donné un premier titre 5 opération qui a été montré ce matin. Donc c'était le début du jeu. Aujourd'hui, si vous voulez mettre une installation comme ça, il faut l'accord de l'Adréal avec une autorisation préfectorale. Donc ça peut mettre quelques semaines. Si vous prenez un peu des raccourcis, le préfet peut vous autoriser de démarrer tout de suite. C'est ce qu'on a fait nous là et sur d'autres projets où on a l'autorisation de test signée par le préfet avec un arrêté qui dit que ce chantier, et après on a tout le cadre réglementaire et le cadre de démonstration. En fait, la particularité, c'est qu'on travaille avec un hydrogène qui est à 20 millibars. On n'a pas de pression, pas de stock. Donc en fait, je ne rentre pas dans les ICPE, je rentre dans rien. La seule chose, c'est qu'il fallait définir un cadre d'usage. Et le vrai souci, c'est que s'il y a une petite fuite d'hydrogène, il faut vite l'envoyer dehors. En fait, l'hydrogène est un gaz super sympa. Il est tout petit, vachement véloce, il se barre tout seul. Mais il faut lui dire de s'en aller s'il y a une fuite. Sinon, il est légèrement inflammable, entre 4 et 75 %. Et il faut quelques millijoules pour le faire démarrer.
Donc c'était juste ce cadre-là de mise en œuvre, de contrôle et de suivi qui était nécessaire. Et c'est en cours de fin. Merci. Merci. On nous parle du coup dans le tertiaire et dans l'industrie, mais qu'en est-il pour les particuliers dans leur logement individuel? Alors pour le particulier, la technologie c'est la même. Elle est juste toute petite, elle est adaptée à un dosseret de chaudière. La difficulté là, elle est vraiment réglementaire. On nous a demandé d'abord de travailler là où il y avait des cadres et de chaufferie, d'industrie avec des acteurs clairement identifiés. Et dès qu'on a fini cette étape-là, on fait celle du particulier, du bailleur social. Donc c'est dans les tuyaux également, mais c'est l'étape c'est l'étape après. Ça fait 14 cm d'épaisseur sur la taille d'une chaudière normale. C'est un tout petit dosseret. Ah, alors si je suis très optimiste, c'est-à-dire début 2026. Si je suis très pessimiste, fin 2026. Mais voilà, c'est dans les 2 ans qui viennent, c'est chez le particulier. Merci. Merci. Hop, on vous laisse tout ça. Pardon pour le retard alors. Alors, non, c'était pas mal. Alors c'est bon.